Pablo Escobar et son cartel étaient encore plus importants que son propre gouvernement. C'était le Léonard de Vinci du crime, le plus gros des trafiquants. Son empire était immense. Il était invincible. Il avait tout, la richesse et la célébrité. La puissance de Pablo Escobar était telle qu'il devait absolument mourir. En 1992, protégé par le puissant cartel de Medellín, le baron de la drogue Pablo Escobar restait insaisissable en dépit des efforts déployés par les forces américaines pour le retrouver. Pour réussir à capturer Pablo, il fallait avoir le sens du timing. Parce que si on savait que Pablo était quelque part un soir, il y avait de fortes chances qu'il n'y soit plus le lendemain. Les Américains et les Colombiens ont compris que leur tactique de recherche ne fonctionnerait jamais. Quelques jours après l'évasion d'Escobar en juillet 1992, les policiers fouillèrent minutieusement sa prison privée, la cathédrale, à la recherche d'indices pouvant les mettre sur la piste du baron de la drogue. Nous avons fouillé la prison où il avait vécu. Nous avons trouvé des informations très intéressantes. En examinant ses appartements privés et ses souvenirs, ils se sont aperçus qu'Escobar était particulièrement attaché à sa femme et à ses enfants. J'ai toujours pensé que nous devions surveiller sa famille et la traquer. Sa réputation d'homme impitoyable et sanguinaire était doublée d'un amour profond pour sa femme et ses deux enfants. À ce moment, une mystérieuse unité paramilitaire appelée Los Pepes prit pour cible l'organisation de Pablo ainsi que sa famille et n'hésita pas à tuer. Los Pepes, dont le nom est l'acronyme de « Persécutés par Pablo Escobar », ont lancé une campagne offensive contre les biens et les personnes proches d'Escobar. Cette opération, qui au départ se voulait psychologique, a très vite dégénéré en bain de sang. La liste des victimes de Los Pepes s'allongeait toutes les nuits. Ils ont commis toute la gamme de crimes possibles. Ils étaient devenus aussi impitoyables qu'Escobar. Tous ceux qui avaient un lien avec Escobar étaient tués, arrêtés ou en fuite. La police n'a jamais agi ainsi. Quand les membres de Los Pepes sont arrivés, les règles du jeu ont changé. Il n'y avait plus de règles. Los Pepes jouait avec les armes d'Escobar. Ils tuaient 5 à 6 personnes par jour. Ils les assassinaient, puis accrochaient sur leurs victimes une pancarte où il était écrit « Los Pepes ». Nous ignorons toujours qui étaient Los Pepes. C'est normal, puisque c'étaient des meurtriers. Carlos Castaño, un ancien collaborateur d'Escobar, est l'un des rares à admettre sa collaboration avec Los Pepes. Au départ, Los Pepes était un mouvement soutenu par les organismes paramilitaires d'autodéfense, et en particulier par mon frère Fidel Castaño. Mais c'était plus que ça. Carlos Castaño et son frère Fidel faisaient partie des premières unités paramilitaires créées pour lutter contre les guérilleros. Quand Escobar se mit à exécuter des membres de son réseau à l'intérieur de sa prison privée, la cathédrale, les survivants s'allièrent secrètement avec les paramilitaires contre le baron de la drogue. Pablo Escobar a tué la plupart de ses amis et de ses alliés. Mais ceux qui ont réussi à survivre à ce lunatique ont décidé de nous rejoindre. Ceux qui se sont retournés contre lui connaissaient le fonctionnement de son réseau. Ils savaient avec qui il travaillait et où se trouvait l'argent. Los Pepes aurait reçu le soutien du concurrent direct de Pablo, le cartel de Cali.
Le cartel de Cali était très heureux d'aider Los Pepes, le bloc de recherche ou le gouvernement colombien, parce qu'Escobar était leur plus grand concurrent. En éliminant le cartel de Medellín, ils récupéraient des parts de marché. L'impact de Los Pepes sur Escobar et ses hommes était immense parce qu'ils ne respectaient aucune règle. Los Pepes était la première tactique employée contre Escobar. Elle a été très efficace, puisqu'en très peu de temps, tous les proches d'Escobar, les membres de sa famille, ses avocats, ses banquiers, ses comptables, étaient en fuite, morts ou arrêtés. Pablo s'est vite rendu compte que la carapace qui le protégeait se fissurait. En février 1993, Los Pepes avait éliminé plusieurs dizaines d'associés d'Escobar ou de membres de sa famille. Pablo s'est mis à craindre que Los Pepes ne tue sa femme et ses enfants. J'ai reçu un coup de fil du ministre de la Défense me disant « La femme d'Escobar, ses enfants et 12 ou 14 autres personnes sont à l'aéroport de Rio Negro. Ils sont en possession de visas pour les États-Unis et projettent de quitter le pays. S'il réussit à faire évacuer sa famille, Pablo n'aura plus aucune inhibition et sera capable du pire. » La famille Escobar et ses gardes du corps furent interceptés à l'aéroport par des agents de la DEA. Ils ont donc maintenu la PA, c'est-à-dire la famille d'Escobar, en Colombie, pendant que Los Pepes continuait à mettre Escobar sous pression. La réponse de Pablo fut rapide et sanglante. Pablo a posé une bombe de 150 kg à Bogota, détruisant tout un pâté de maisons. Quand nous avons resserré le nœud autour du cou de Pablo Escobar, nous savions qu'il deviendrait plus violent. En 2 mois, il a posé près de 9 bombes à Bogota et tué des centaines de personnes. Los Pepes ont répondu en enlevant et en assassinant son avocat principal, Guido Parra, et son fils, un jeune adolescent. Ils ont suspendu à leur cou des pancartes signées Los Pepes, où l'on pouvait lire « Que penses-tu de cet échange contre les bombes, Pablo ?» En dépit des accusations portées contre lui, le colonel Martinez fut maintenu à son poste de commandant du bloc de recherche. Le colonel Martinez a relevé le défi et effectué un travail qui devait être fait, mais que personne n'osait faire. La famille Escobar étant sous surveillance policière à Medellín, le fils de Pablo devint le porte-parole de son père. Il parlait tous les jours à son fils par radiotéléphone. Juan Pablo était devenu son homme de confiance, son porte-parole auprès du gouvernement. Pendant que Pablo mettait au point sa stratégie avec son fils, le fils du colonel Martinez essayait de repérer la transmission. J'étais certain d'arriver à repérer Pablo Escobar avec cet équipement. Le 27 novembre 1993, Escobar organisa avec son fils Juan Pablo l'évacuation de sa famille en Allemagne. L'ambassade a eu vent de ce projet, parce que CentraSpike écoutait toutes les communications de Pablo. Nous avons appris qu'il devait partir pour l'Allemagne sur un vol Lufthansa. Le gouvernement des États-Unis et le gouvernement colombien ont fait en sorte que les autorités allemandes refusent l'entrée à la famille Escobar. La famille Escobar ne fut pas autorisée à rester en Allemagne et fut immédiatement renvoyée en Colombie. À Bogota, la famille Escobar a été installée à l'hôtel Tequendama, un grand complexe hôtelier appartenant à la police nationale colombienne. Celle-ci a ensuite déclaré qu'elle protégeait la famille de Pablo, mais Escobar ne voyait pas les choses de cette façon. Pour lui, sa famille était entre les mains de ceux qui pouvaient la supprimer. Il ne se passait pas un jour sans qu'Escobar ne téléphone.
La première fois qu'il a appelé, je me suis dit, c'est bon, il est foutu. En décembre 93, alors qu'il était en fuite et toujours en guerre contre le gouvernement de Colombie, Pablo Escobar essaya de protéger sa famille des Pepes, les escadrons de la mort. Il tenait absolument à évacuer sa famille et il continuait donc à téléphoner à l'hôtel Tequendama. Central Spike écoutait toutes les conversations de Pablo et repérait sa position dans un quartier de Medellín appelé Los Olivos. Le colonel Martinez avait déployé un grand nombre de ses hommes dans les parkings du quartier pour qu'ils soient prêts à intervenir dès que Pablo appellerait. Hugo Martinez Jr., le fils du colonel Martinez et le reste du bloc de recherche attendaient sur place le prochain appel d'Escobar. Chaque fois que Pablo parlait à son fils par radiotéléphone, Hugo Jr. sillonnait les rues avec son camion télémétrique afin de repérer sa position exacte. Mon père était très clair quand il disait que les opérations ne pouvaient pas continuer si Pablo ne parlait pas. Pablo cherchait une voie de sortie et se tourna vers son fils, Juan Pablo. Le 2 décembre au matin, le lendemain de son 44e anniversaire, Pablo s'est réveillé et après avoir pris des spaghettis au petit déjeuner, il a immédiatement appelé Juan Pablo. Escobar demanda à son fils de répondre en son nom à une interview téléphonique. Il a demandé à son fils d'accepter une liste de questions des journalistes. Il comptait jouer avec la corde sensible de l'opinion publique en révélant aux Colombiens que le gouvernement se servait de sa femme et de ses enfants pour le capturer. Il a dit à son fils qu'il se reparlerait dans quelques heures. Et il a rappelé. Nous nous étions installés dans une maison proche de la zone où il avait appelé la première fois. Hugo, qui a tout de suite repéré le signal, était suivi de près par le bloc de recherche. Dans le quartier de Los Olivos, le hasard leur a fait prendre la rue où Pablo se cachait. Il s'est remis à parler et j'ai suivi le signal jusqu'à ce que mon matériel me fournisse sa position exacte. J'ai fait demi-tour et je suis repassé devant la maison. Ayant pris le récepteur à la main et le sortant par la fenêtre de la voiture, je l'ai orienté vers la fenêtre du deuxième étage. C'est alors que j'ai remarqué la silhouette de Pablo Escobar en train de téléphoner. Je l'ai regardé et il m'a regardé par la fenêtre. Nous nous sommes vus. Il m'a appelé et m'a dit « Je l'ai localisé sans aucune marge d'erreur possible. » Ensuite, il m'a dit « Je suis en train de le regarder. » Le colonel Martinez lui a dit « Surtout ne pars pas ». Je leur ai dit d'attendre le bloc de recherche, mais qu'ils pouvaient l'appréhender s'ils n'avaient pas le choix. Hugo a pris position à l'arrière du bâtiment, pendant que ses hommes surveillaient la porte d'entrée. Pablo Escobar était très calme. Il n'essayait pas de fuir. Il ne bougeait pas. Il attendait peut-être que la chance lui sourie encore une fois. Mais maintenant, il était encerclé. L'équipe d'Hugo Aguilar arriva sur les lieux et donna immédiatement l'assaut. Pablo n'avait rien remarqué de particulier. Il était toujours au téléphone avec son fils quand une charge explosive a fait sauter la porte d'entrée. Nous avons monté les escaliers. J'étais en premier. Pablo Escobar a dit « Il se passe quelque chose, je te rappelle. » Et il a jeté le téléphone. Il s'est précipité à la fenêtre et a sauté. Il avait activé la police et tiré à tout va. Quand il longeait le mur, nous n'avions aucun angle de tir. Mais quand il s'est mis à marcher devant, là où le toit remonte, on le voyait mieux. Et c'est à ce moment-là qu'il est tombé. Quand la fusillade a cessé, je l'ai vu étendu sur le toit.
J'ai pris la radio et j'ai dit « Vive la Colombie, Pablo Escobar est mort ». Le criminel le plus puissant au monde était mort. Mais les circonstances de sa mort resteront pour toujours un mystère. Selon la version officielle, au moment où ils l'ont abattu, il avait un revolver dans chaque main, il criait et il invectivait les policiers. J'ai tiré et la balle lui a traversé le cœur. La balle du R-15, elle, est entrée par une oreille et sortie de l'autre. C'est comme ça que nous avons clos le chapitre Escobar. C'est peut-être vrai, mais dans de telles circonstances, la manière d'agir habituelle de Pablo n'était pas de riposter, mais bien de prendre la fuite. Je pense qu'en entendant la porte d'entrée exploser, il a essayé de s'enfuir en sautant par la fenêtre arrière. Il est à mon avis plus logique de dire que Pablo a été tué quand il s'enfuyait par les toits. On lui a tiré dessus 3 fois, une première fois dans la jambe, la deuxième fois dans le torse et la troisième et dernière fois dans son oreille droite. C'est cette balle, la balle dans son oreille qui l'a tué. Je pense que les balles qu'il avait dans la jambe et le torse l'ont arrêté net. Mais la balle qui l'a tué a été tirée par quelqu'un qui se tenait juste au-dessus de lui.